Après 2 ans de campagne, les lobbyistes sont en passe de gagner la partie. Les derricks se multiplient en Europe. La Pologne est la première, fin 2013, à permettre l'exploitation des gaz de schiste. Début 2014, le Royaume-Uni l'autorise à son tour. Total et GDF Suez sont de la partie. Les lobbies des groupes pétroliers sont-ils en passe de gagner la partie? Un peu partout en France, les citoyens se mobilisent. Tout à l'heure, je recevrai Isabelle Lévy, porte-parole d'un collectif contre le pétrole de schiste. À ses côtés, Antoine Le Soleuse, universitaire, spécialiste des ressources énergétiques. Pour lui, renoncer à toute recherche sur l'extraction de ce gaz de schiste serait de l'obscurantisme. Avant notre débat, évidemment, notre documentaire Gaz de schiste, les lobbies contre-attaquent. Un document signé Michel Tedoldi. Sachez que vous pouvez évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux et réagir tout au long de cette émission. On commence par le document. Les lobbyistes. Depuis des années, ils jouent dans l'ombre des partis qui sacrifient, entre autres, la santé publique aux intérêts financiers. Aucun gouvernement, de droite comme de gauche, ne parvient pourtant à les arrêter. Vaches folles, sang contaminé, amiante. Dans ces scandales sanitaires, les lobbyistes, hommes de main des industriels, ont manipulé l'opinion et les politiques en toute impunité. Aujourd'hui, la partie qu'ils jouent est celle des gaz de schiste. Sur l'affaire du gaz de schiste, depuis le début, on a un lobbying fou. Qu'il y ait un poids des lobbies, c'est une chose. Qu'on leur fasse la part trop belle et qu'on recule face à un certain nombre de leurs exigences, c'en est une autre. Des conflits d'intérêts, on en voit à tous les étages. Quand on voit tous les liens qui sont tissés entre l'ensemble des intervenants politiques, haute administration et industrie pétrolière, c'est pas sain. Qu'importent les risques des gaz de schiste pour la santé, qu'importent les ravages sur l'environnement, les lobbyistes sont les maîtres du jeu. Nous allons voir comment ils imposent leurs règles à nos dirigeants. Il existe un pays où le gaz de schiste est largement exploité, les États-Unis. Depuis 2005, plus de 500 000 puits ont été forés. On y parle de miracle économique. Le prix du gaz a été divisé par 4. Le pays serait devenu autosuffisant. Mais cette indépendance énergétique s'accompagne d'un désastre écologique et sanitaire. Ces éleveurs du nord du pays regrettent d'avoir loué quelques arpents de terre à une société gazière. Dans notre champ, on a trouvé 50 résidus chimiques différents. Du barium, du strontium, du manganèse. Tout ça vient d'une fuite dans le réservoir d'eau qui a contaminé les herbages. Nos vaches ont bu cette eau et ont mangé cette herbe. L'odeur des produits chimiques était tellement forte qu'on la sentait à des kilomètres. On a vu l'herbe jaunir à vue d'œil et toute la végétation est morte. Bétail malade, terrain pollué et aussi conséquences pour la santé humaine. Cette agricultrice a plus de 32 puits dans un rayon de 5 km autour de son ranch. Quelle que soit la nature de ces produits chimiques, ça fait tellement de dégâts sur la santé. Ça attaque la peau. Ma peau est couverte de plaques depuis des années. Ça ne part jamais. Il y a 2 ans, je suis tombée très gravement malade. On a trouvé de l'arsenic et d'autres substances à très forte dose dans mon sang et mes urines. Et chez mon mari aussi. Ici, dans l'air, les taux de benzène et de propane sont supérieurs à la moyenne. La cause serait la fracturation hydraulique, la technique utilisée pour extraire les gaz de schiste.
Il faut des milliers de mètres cubes d'eau, des dizaines de tonnes de produits chimiques injectés à très haute pression pour exploser la roche-mère à 2500 mètres de profondeur, avec des risques de pollution pour les nappes phréatiques et de possibles fuites de méthane décuplant l'effet de serre. Jacques Thibierrose est un des rares géologues français à avoir évalué les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste. Ce qui remonte de la surface, c'est de la cochonnerie. Hein, c'est-à-dire que c'est des métaux lourds en solution, c'est des hydrocarbures, parmi lesquels des molécules qui sont cancérigènes, c'est de la radioactivité. Parmi ceux qui exploitent aux États-Unis, on trouve des Français, comme le pétrolier Total ou le fournisseur d'énergie GDF. Ils sont les principaux lobbyistes des gaz de schiste et entendent bien importer la fracturation hydraulique en France, car notre sous-sol regorgerait de cette nouvelle source d'énergie. Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Alsace-Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et surtout Île-de-France. La Seine-et-Marne serait le département le plus riche. Près de Jouarre, on exploite déjà du pétrole depuis les années 60. En 2009, les industriels ont commencé à extraire du gaz et des huiles de schiste. Christophe Charpentier est arboriculteur et maraîcher. Ses cultures se trouvent à quelques centaines de mètres d'un forage. Il est farouchement opposé à l'extraction des gaz de schiste. Dès lors que vous fracturez la roche géologique, vous vous retrouvez forcément avec des failles. Et par les failles peuvent remonter tous les produits chimiques qui mettent pour fracturer. Et ça peut se retrouver dans les nappes. Les nappes d'eau ici, elles ne sont pas si profondes que ça. Et on sait bien qu'il y aura beaucoup d'évaporation de produits toxiques. Et on sait que les produits toxiques, c'est pas très bon pour la santé, notamment tous les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que nos enfants, ils grandissent ici et on n'a pas envie de ça, quoi. Si le gaz de schiste est exploité à grande échelle, le visage de la campagne en Île-de-France changera aussi radicalement. Dans le pétrole de schiste, c'est pas un puits disséminé, c'est un puits tous les 3 km. Vous imaginez un peu ici un puits tous les 3 km. On peut se retrouver avec 20-25 puits sur un rayon de 20 ou 30 km. Christophe Charpentier a été l'un des premiers à se mobiliser contre les gaz de schiste en France. Avril 2011. De grandes manifestations sont organisées contre la fracturation hydraulique. En Île-de-France, en Franche-Comté, en Aquitaine, en Rhône-Alpes. Les habitants se mobilisent pendant des mois pour que leur paysage ne soit pas défiguré, pour que leur nappe phréatique ne soit pas polluée. Face à cette mobilisation citoyenne, en juillet 2011, le gouvernement de Nicolas Sarkozy prend une décision radicale. Il interdit l'exploitation des gaz de schiste. Aujourd'hui, la fracturation hydraulique est interdite par la loi en France et en conséquence, nous abrogeons les permis qui prévoyaient d'y recourir. Un coup d'arrêt brutal aux ambitions des pétroliers. Mais pas question pour eux de renoncer. Une nouvelle bataille va bientôt s'engager. En juin 2012, François Hollande, le nouveau président de la République, nomme Delphine Batho au ministère de l'écologie. Elle est une opposante inflexible au gaz de schiste. Immédiatement, elle demande au chef de l'État de durcir encore la loi. La première bataille que je mène en interne au gouvernement, c'est de convaincre le président de la République d'aller plus loin que ce qu'était sa position jusqu'ici, puisque jusqu'ici, dans la campagne présidentielle, il avait dit non à l'exploitation, mais sur l'exploration et la recherche, il faut regarder, etc. Justement, à cette époque, les pétroliers lancent une nouvelle offensive. Ils demandent à l'État des autorisations de forage pour la recherche. C'est-à-dire, disent-ils, pour quantifier exactement les réserves de gaz. Mais la ministre arrive à convaincre le président de n'accorder aucune de ces autorisations. Il l'annonce 3 mois plus tard, le 14 septembre 2012, lors de la conférence environnementale. J'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, de prononcer
sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État. Cet arbitrage-là, que j'ai gagné, qui est un arbitrage très fort, va provoquer, dans les semaines qui suivent, en fait, une contestation de lobby, quoi. Voilà. Très, très mécontent. Premier à monter au créneau, Jean-Louis Chilansky, président de l'UFIP, le lobby des pétroliers. C'est franchement de l'obscurantisme. Il faut se donner les conditions d'une expérimentation qui conduiront ensuite à une évaluation. Dire non, on n'en veut pas, ça nous semble une erreur. Il est soutenu dans son combat par Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint-Gobain. Le fait de dire « je refuse d'expérimenter », comme je l'ai dit souvent, ça ressemble à l'attitude de l'Église catholique qui interdisait de penser à Galilée. Jusqu'à présent, on n'a pas fait les travaux d'exploration et d'évaluation nécessaires pour avoir une vraie idée sur le potentiel des gaz de schiste et le coût de revient en France. Donc tant qu'on ne fait pas un certain nombre d'expérimentations, on ne sait pas. Et donc on discute sur une absence complète de données objectives. On va voir une offensive reprendre, axée sur la question de la recherche, pour essayer de... Vous voyez, il y a une porte qui se ferme, on essaye de voir si on peut passer par la fenêtre. À partir de ce moment-là, le but des lobbyistes est de démontrer la nécessité de faire ces recherches. La partie s'annonce tendue. Alors pour ce premier round, ils sortent une première carte, l'emploi. En période de chômage de masse, ils avancent un argument imparable. Le gaz de schiste permettrait de créer 100 000 emplois. « 14 septembre 2012, c'est le jour choisi par les lobbyistes pour sortir ce chiffre. Le jour même de la conférence environnementale, au moment où François Hollande interdit les permis de recherche. Ce chiffre des 100 000 emplois provient d'une étude inédite réalisée par SIA Partners. Ce cabinet de conseil est le premier à évaluer l'impact des gaz de schiste sur l'économie française. Un cabinet de conseil apparemment banal, mais qui en réalité travaille avec GRT, une filiale de GDF Suez, dans un groupe de réflexion sur le gaz. À qui veut l'entendre, les lobbyistes dispensent la bonne nouvelle. Si on se projette dans plusieurs années et qu'effectivement il y a une ressource importante, on peut parler effectivement de 100 000 emplois créés par cette nouvelle industrie. Et vous pensez que ça peut créer des milliers d'emplois? Ah oui, totalement. Entre ça, évidemment avec toutes les personnes associées, hein, ceux qui feront les travaux d'aplanissement des sols pour mettre en place les forages, ceux qui feront les forages, ceux qui travailleront au recyclage de l'eau, etc., etc. Il y a plein de travaux. Pour Thomas Porcher, économiste de l'énergie, ce chiffre de 100 000 emplois ne repose absolument sur rien. L'exploitation des gaz de schiste ne pourrait pas créer 100 000 emplois, sauf si on fore autant de puits que l'on crée d'emplois. Aux États-Unis, vous avez eu 600 000 emplois directs et indirects qui ont été créés pour 500 000 puits de gaz en activité. Ça veut dire qu'en France, si on voudrait créer 100 000 emplois, il faudrait forer 90 000 puits. Ça veut dire une trentaine de puits par jour d'aujourd'hui à 2020. Donc ce serait un forage intensif énorme. Parmi les résultats mirifiques de l'étude SIA, un autre argument est retenu par les lobbyistes. Exploiter le gaz de schiste aurait un impact très fort sur l'indépendance gazière en France. Selon eux, cela permettrait de réduire nos importations à hauteur de 7 milliards d'euros. Une fois encore, pour les anti-gaz de schiste, c'est du vent. Il y a cette idée qu'il y aura une sorte de baguette magique. C'est-à-dire qu'il y aura un truc là dont il suffirait de décider de l'exploiter pour régler d'un coup tous les problèmes de l'industrie française et tous les problèmes de l'économie française. Pourtant, après la sortie de l'étude de SIA, une partie de la presse reprend ces informations sans écouter les arguments des opposants. Pour les lobbyistes, c'est une petite victoire. Maintenant, il leur reste à amorcer la deuxième phase de leur jeu.
Pour diffuser leurs idées, ils ont besoin de s'appuyer sur des hommes et des femmes qui font autorité. Ils jouent la carte des personnalités. Les lobbyistes peuvent toujours compter sur les grands patrons. Ils n'hésitent pas à les envoyer sur le front médiatique. Le 1er novembre 2012, par exemple, dans le JDD fleuron du groupe Lagardère, 98 PDG proposent au gouvernement un pacte pour relancer la croissance et l'emploi. Parmi ces personnalités, Gérard Mestrallet, PDG de GDF, Christophe Demargerie, PDG de Total, ou encore Philippe Crouzet, patron de Vallourec, le numéro 1 mondial des tubages en acier, utilisés entre autres dans la fracturation hydraulique. Dans leurs recommandations, on trouve notamment celle-ci. Il faut se donner les moyens d'explorer et d'exploiter nos ressources nationales comme les gaz de schiste. Mais s'appuyer sur les grands patrons n'est pas suffisant. Ce que les lobbyistes cherchent absolument, c'est le soutien des hommes politiques. Ils veulent en faire des alliés qui ensuite pourront légiférer et défendre leurs projets, et peu importe leur couleur politique. Régulièrement, les lobbyistes arpentent les couloirs de l'Assemblée nationale et du Sénat, où ils organisent des réunions et des dîners. Mireille Schurch est sénatrice, membre de la commission économique. Elle s'intéresse particulièrement aux questions énergétiques. Elle a subi à plusieurs reprises les assauts des lobbyistes. En juillet 2012, par exemple, elle est invitée avec une dizaine d'autres sénateurs à un dîner organisé par Esso. Pour les convaincre de la nécessité d'explorer, le pétrolier leur tient un discours rassurant. Cette exploration est sans danger, elle est propre, elle est transparente parce qu'on discute avec les élus locaux, bien évidemment. Si on fait un puits et que l'exploration n'aboutit pas, il n'y aura pas d'exploitation, on remettra en l'état les terres, il n'y a pas de problème avec l'environnement. Évidemment, on ne parle pas de fracturation hydraulique, qui est un mot très heurtant, ni qu'il faut aller chercher le gaz, effectivement, dans les interstices de la roche. Oui, il y aura des besoins en eau, ça on ne le minore pas parce que c'est la réalité, mais on n'explique pas qu'il faudra mettre des produits chimiques dans cette eau. Ça sera de l'eau. Après, je pense qu'Esso regarde aussi quels sont les sénateurs qui sont les plus perméables. C'est peut-être aussi un des objectifs de ce repas qui est très ouvert, très agréable. Peut-être qu'ensuite, ça leur permet de repérer vers quel genre de sénateurs ils peuvent s'orienter pour avancer. Pour gagner la partie, le poids des mots est capital. Les lobbyistes savent que le mot fracturation hydraulique ne passe pas auprès de l'opinion publique. Alors, ils jouent à fond une carte maîtresse, celle de la fracturation écologique. C'est la troisième phase de leur plan, le greenwashing. Il y a eu toute une campagne sur cette idée qu'il y aurait une exploitation propre des gaz de schiste. C'est cette idée du gaz de schiste light. C'est un pipeau total en réalité, mais ça a été travaillé avec des techniques de communication pour voir comment on pouvait essayer de convaincre l'opinion publique qu'il fallait exploiter les gaz de schiste. L'apôtre de cette fracturation écologique, c'est EcorpSteam, une société américaine. Elle propose un nouveau procédé, soi-disant propre, sans eau ni produits chimiques. Une fracturation au propane non inflammable. À la place de l'eau, c'est une sorte de propane liquéfié, l'heptafluoropropane, qui est injecté dans le sol à haute pression pour fracturer la roche-mère. Florence Mézel est directrice du cabinet de conseil qui représente EcorpSteam en France. Elle démarche les politiques pour vendre son concept, mais elle se défend d'être lobbyiste. On n'est pas du tout le lobby du gaz de schiste. Le lobby du gaz de schiste, c'est les autres. Nous, on est là avec une bonne nouvelle. Si le gouvernement accepte d'aller voir ce qu'on a sous les pieds, eh ben nous, on a une solution qui est élégante, qui est respectueuse de l'environnement. Florence Mézel nous explique comment elle a réussi à faire passer en France cette idée de fracturation écologique.
Pour elle, tout commence en juin 2012. Elle contacte Bercy et insiste pour rencontrer Arnaud Montebourg, le tout nouveau ministre du redressement productif. On prend contact avec son entourage et on présente notre proposition, y compris au ministre d'ailleurs, qui je crois manifeste de l'intérêt. Un mois plus tard, en commission à l'Assemblée nationale, Arnaud Montebourg semble convaincu. Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques possibles? La réponse est oui. Donc il faut mettre l'ensemble de ces questions sur la table et en débattre tranquillement. Florence Mézel poursuit ensuite son lobbying à l'Assemblée nationale. Au sein de l'OPE-CST, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Cette commission rassemble une quarantaine de députés et de sénateurs. À partir de novembre 2012, pendant un an, ces parlementaires planchent sur des alternatives à la fracturation hydraulique. À leur tête, Jean-Claude Lenoir, sénateur UMP, et Christian Bataille, député socialiste, deux partisans avoués des gaz de schiste. Ils sont censés organiser en toute impartialité des auditions de pétroliers, d'universitaires, de scientifiques, donner autant la parole aux pros qu'aux anti-gaz de schiste. Mais la réalité semble avoir été un peu différente. Marie Zarditi, écologiste, a été auditionnée le 7 mars 2013. Si vous voulez, il y a un moment donné, vous sentez qu'eux, ils sont acquis à la cause des gaz de schiste. Complètement, totalement. J'en ai fait beaucoup des auditions, donc on voit bien la différence entre les gens intéressés par ce que vous dites, qui relancent, qui posent d'autres questions, parfois qui ne sont pas d'accord, donc qui vous challenge, mais ils écoutent. Là, comment dire, j'avais un peu là-dedans qui attendait que ça se termine. 80% des auditions réalisées donnent la parole aux pro-gaz de schiste. Une aubaine pour Florence Mézel pour faire entendre la petite musique des Corpsteam. Bien entendu qu'à partir du moment où on a su que cette mission allait être lancée, on a immédiatement pris attache avec les rapporteurs, bien sûr, qui nous ont d'ailleurs immédiatement reçus et qui étaient d'ailleurs très intéressés et un peu excités d'ailleurs à l'idée que, enfin, on propose une alternative. John Strache, qui est président-directeur général d'Corpstream. Mr. Chairman, members of Parliament, merci beaucoup. C'est ainsi que John Trash, le PDG des Corpsteam, est auditionné par les parlementaires le 18 avril 2013. Il tient un discours extrêmement rassurant sur les nouvelles techniques de forage. Donc, pas de possibilité de fuite qui, si elle n'est pas détectée, pourrait aboutir à un incendie ou à une explosion. Immédiatement après l'audition du PDG des Corpsteam, Florence Mézel recontacte le ministère d'Arnaud Montebourg. Donc on a informé le cabinet Montebourg du fait qu'on avait été auditionné, simplement pour leur faire comprendre qu'on crédibilisait nous-mêmes notre propre offre, ce qui pouvait, dans l'avenir, permettre au ministre de parler d'une solution qui n'était pas inconnue au bataillon, en quelque sorte. Les arguments des Corpsteam semblent convaincre le ministre. Arnaud Montebourg, qui affirmait avant d'entrer au gouvernement être opposé au gaz de schiste, devient un ardent défenseur d'une technique de fracturation propre. Pour moi, je ne suis pas favorable à l'exploitation des gaz de schiste de façon polluante. Mais si on élimine le problème de la pollution en sous-sol et en surface, et pourquoi s'en priver? Finalement, s'il y a une stratégie technologique, une nouvelle technique qui préserve l'environnement, il faut qu'on en discute, parce que là, ça vaut la peine. Sauf que le fluoropropane, qui c'est qui a essayé aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde? Personne. Autrement dit, il a réussi, pour le coup, bravo, là, il y a une entreprise qui a réussi un lobbying, chapeau, a réussi à convaincre Montebourg qu'elle pouvait expérimenter sa méthode, qu'elle avait expérimenté, que nulle part ailleurs on avait voulu, en France. Selon les scientifiques, cette technique à l'heptafluoropropane est un leurre. Ça me paraît être une espèce de jouet idéologique qui a été lancé sur le marché.
C'est une molécule qui a un impact en équivalent CO2 sur l'effet de serre de 3000 fois. C'est une molécule qui coûte très cher et c'est une molécule qui n'a pour l'instant jamais été utilisée. En dehors de la fracturation écologique, l'Office parlementaire a surtout été une tribune unique pour les pétroliers pour y vanter les mérites de la fracturation classique. L'industrie pétrolière aujourd'hui maîtrise les risques liés au développement des hydrocarbures non conventionnels. L'acceptabilité sociale sera clé et ces ressources ne seront développées que si l'industrie, les pouvoirs publics et la société civile sont tous convaincus de l'intérêt de le faire. Novembre 2013, le rapport de l'OPE-CST est rendu public. La conclusion finale tient en une phrase: il ne faut pas obérer l'avenir en entravant la recherche. Je crois que le rapport de l'OPE-CST est un très bon rapport. Ce sont deux parlementaires extrêmement sérieux qui ont fait ce travail, qui nous ont auditionnés longuement, c'est vrai. C'est certainement une des publications les plus raisonnées, les plus sereines en quelque sorte, sur un sujet qui déchaîne les passions. Pourtant, selon les opposants au gaz de schiste, ce rapport aligne des contre-vérités. Il prétend par exemple que les fuites de méthane ne touchent que 0,42% des forages. Je pense que ces chiffres sont partiels, c'est pas possible autrement. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les fuites de méthane sur des gisements de gaz de schiste allaient de 3 à 9% du méthane produit. Les membres de l'OPE-CST mentionnent aussi que les produits indispensables au procédé de fracturation sont tous non toxiques. Une aberration pour Alain Ducroux, médecin qui recense les effets dus au gaz de schiste. Ce sont par exemple des asthénies, des saignements de nez, des goûts métalliques dans la bouche, des impuissances sexuelles, des dégoûts de la vie, des problèmes cardiaques, des augmentations d'asthme. Le nombre est considérable. Pour arriver à son rapport final, l'Office parlementaire s'est pourtant appuyé sur un comité scientifique. Mais beaucoup de ces experts, économistes, géologues, sont en conflit d'intérêts. L'un de ses membres, l'économiste Jacques Percebois, le revendique d'ailleurs haut et fort. Je crois, si vous voulez, que le rapport a auditionné un certain nombre de personnes, que le rapport met bien en évidence les avantages et inconvénients. C'est un rapport que je trouve extrêmement balancé. Parce que moi, j'étais un peu surpris, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient par ailleurs, en dehors de leur activité, avaient des rapports avec l'industrie du pétrole. Il y avait, vous, par exemple, vous êtes membre du conseil d'administration de GRT Gaz, Absolument. par exemple. Donc ça a un rapport avec GDF Suez. Oui, mais c'est le transporteur de gaz. Hein. C'est pas directement les exploitants de gaz. Hein. Bon. Mais non, mais si vous voulez, parce que je trouve l'argumentation qui consiste à dire que les experts, si vous voulez des experts qui sont compétents, il faut qu'ils aient des liens avec l'industrie. Ce qui est le cas d'une majorité de membres de cet office parlementaire. Comme Bernard Tardieu, économiste que l'on voit ici dans un film réalisé par un lobby pétrolier. Ou encore Sébastien Candel, physicien. Caroline Pinet, anti-gaz de schiste, éclaire le curriculum vitae de ce scientifique. Sébastien Candel, pourquoi on ne le met pas, on ne le dit pas, qu'il est aussi président du conseil scientifique d'un autre organisme qui s'appelle le CERFAX, dont Total est l'un des actionnaires principaux, et où d'autres actionnaires sont liés à l'industrie pétrolière. Au sein du Parlement, la voix des pro-gaz de schiste résonne plus que jamais. Et l'opinion aussi semble basculer. Février 2014, un sondage sort dans les médias. Faut-il, selon vous, mener des recherches pour trouver un mode d'exploitation compatible avec la protection de l'environnement? Eh bien, c'est plutôt une surprise. 69% des Français y sont favorables. Ce sondage a été réalisé par Tilder, une agence de communication. Beaucoup de ses clients sont impliqués dans les gaz de schiste, comme GDF Suez ou Solvay, un géant de l'industrie chimique.
C'est la démonstration que finalement le débat n'est pas complètement terminé, complètement clos sur le sujet. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période de crise économique et que si un miracle a eu lieu aux États-Unis à cause ou grâce au gaz de schiste, on puisse imaginer qu'en France, un autre miracle économique ou bien que des bénéfices économiques puissent en être tirés. Les lobbyistes récoltent les fruits de leurs actions. Au même moment, des personnalités se rallient à la cause des pétroliers, comme Maude Fontenoy, à la tête d'une fondation environnementale, et surtout le ministre Laurent Fabius. Moi, je suis là juste pour vous dire que je trouve du bon sens de rouvrir le débat et surtout de se poser la question de quelles sont les technologies. Qu'on fasse des recherches pour savoir s'il y a une autre possibilité d'exploiter le gaz de schiste, ça me paraît normal. Quant à ceux qui s'opposent aux pétroliers, ils ont de plus en plus de mal à faire entendre leurs arguments. L'épisode du renvoi de Delphine Batho 1 an plus tôt donne une idée des pressions exercées au sommet de l'État. « 2 juillet 2013, la ministre de l'écologie, qui avait fait du combat contre les gaz de schiste une priorité, est renvoyée du gouvernement. La raison officielle de son limogeage est une interview qu'elle a donnée le matin même à une radio nationale. Elle dénonçait les coupes budgétaires dont son ministère a été victime. Mais pour elle, la raison est à chercher ailleurs. Dès le lendemain, en conférence de presse, elle donne sa version des motifs de son renvoi. Est-il normal que le patron de l'entreprise Vallourec, directement intéressé par l'exploitation des gaz de schiste, ait pu annoncer ma marginalisation des semaines à l'avance devant des responsables de son entreprise aux États-Unis? Pour elle, ce sont les lobbyistes qui ont eu sa peau. Notamment Philippe Crouzet, le PDG de Vallourec, numéro 1 mondial des tubages en acier. Philippe Crouzet est aussi le mari de Sylvie Hubac, la directrice de cabinet de François Hollande. Aujourd'hui encore, Delphine Batho n'en revient pas que le PDG de Vallourec ait pu prédire son éviction du gouvernement. Sur le coup, il n'a pas démenti ses propos, ça a été publié dans la presse et plusieurs témoins de cette rencontre de presse ont par la suite, après que j'ai été limogée, confirmé qu'il avait parlé sur le ton de celui qui sait. Vous savez, qui se fait valoir en disant « moi j'ai certaines informations, je peux vous dire que ». Je trouve ça sidérant. Qu'une entreprise qui est directement intéressée par l'exploitation des gaz de schiste puisse pas simplement se dire j'aime pas la ministre de l'énergie en France, faire plein de commentaires désagréables si ça lui fait plaisir, mais dire j'ai des informations, elle va être mise à l'écart. Ça c'est préoccupant. Oui. Qu'il y ait un poids des lobbies, c'est une chose. Qu'on leur fasse la part trop belle et qu'on recule face à un certain nombre de leurs exigences, c'en est une autre. Dans la partie engagée, les lobbyistes peuvent compter sur des jokers, des hauts fonctionnaires acquis à leur cause. Ils sont nommés à des postes clés dans les ministères jusqu'au plus haut niveau de l'État. Une histoire qui s'est déroulée en Seine-et-Marne illustre bien leur pouvoir. Début 2010, le pétrolier S-Oil veut racheter des terrains à un autre pétrolier pour un jour pouvoir forer. Mais il doit obligatoirement obtenir ce que l'on appelle un permis de mutation, un permis délivré par le ministère de l'écologie. Pendant 1 an, le ministère ne répond pas aux demandes de S-Oil. Le pétrolier attaque alors l'État au tribunal administratif de Pontoise. Tous ces procès, il y en a eu une bonne vingtaine, tous ces procès ont été perdus par l'État. Et ces procès ont été perdus par l'État parce que l'État ne s'est pas présenté. L'État ne s'est jamais défendu. Et donc au final, le tribunal administratif dit à l'État « Je vous signale que vous devez répondre. Et que passé telle date, si vous n'avez pas répondu, eh bien, vous serez condamné à une astreinte. Vous devrez verser plusieurs milliers d'euros chaque jour à cette société à laquelle vous n'avez pas répondu. » Le 2 juillet 2013, Delphine Batho quitte le ministère de l'écologie.
Philippe Martin la remplace et hérite du dossier. Devant la situation judiciaire, il demande conseil aux hauts fonctionnaires de la direction de l'énergie. Charles Lamirault est l'un d'eux. Il est en poste depuis 24 ans. Et il explique au nouveau ministre qu'il faut octroyer les permis à S-Oil. Nous, on nous a demandé ce qu'on en pensait. Nous, on applique les règles, purement. Comme un arbitre sur un terrain de football, je le dis toujours, nous, on a un code, on applique. Il y a deux critères, capacité technique et financière. Point barre. Financière, S l'avait. S, c'est un des plus gros opérateurs internationaux. Et puis technique, technique, ils avaient quand même fait déjà des forages. S, ça fait des milliers de forages à travers le monde. Donc les mutations de S, il n'y avait aucune raison qu'on les refuse, parce que c'était leur droit. Philippe Martin suit ce conseil. Le 8 novembre 2013, lors d'une réunion avec des collectifs anti-gaz de schiste de Seine-et-Marne, le ministre leur annonce qu'il octroie à S-Oil les permis de mutation. Et le 8 novembre, on entend quoi? Philippe Martin nous dire « Vous savez qui je suis un militant, j'ai lutté contre les gaz de schiste quand j'étais dans le Gers, je m'y suis opposé, je suis tout à fait contre, mais j'ai été condamné par la justice à signer les mutations. Je suis vraiment navré, je ne peux pas faire autrement, je suis condamné par la justice. » Sauf que ça, c'est une histoire et qu'il y en avait une autre. Le juge, en réalité, a demandé à l'État de produire une réponse écrite à S-Oil. Mais vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Vous n'êtes pas dans l'obligation de dire oui à S-Oil. Vous êtes dans l'obligation de répondre à S-Oil à la question qui est posée. Et la question qui est posée, c'est est-ce que oui ou non, vous acceptez que ces permis, maintenant, soient dans le patrimoine de S-Oil. Les anti-gaz de schiste tombent des nues. Pour eux, le ministre a été induit en erreur. Ils reprochent surtout la mauvaise foi des fonctionnaires qui se trouvent à ses côtés. Le directeur juridique du cabinet nous a expliqué que il s'était pas défendu parce qu'il y avait tellement de procès contre l'État que s'il devait aller partout, il outrepasserait son budget et qu'il n'avait pas le budget pour se défendre. Donc c'est sûr qu'aller jusqu'à Cergy-Pontoise, quand le ministère est boulevard Saint-Germain, ça fait un ticket de RER, donc c'est long. À qui profite le silence de l'État devant les tribunaux administratifs dans cette affaire de permis? C'est clair que ça profite aux opérateurs industriels qui souhaitent effectivement se lancer dans l'exploration des gaz et des huiles de schiste. Oui, ça c'est certain. Alerté par les anti-gaz de schiste, le ministre refuse finalement à S-Oil les permis de mutation, contre l'avis des hauts fonctionnaires qui l'entourent. En France, ces hauts fonctionnaires en charge de l'énergie ont une particularité. Ils sont pour la plupart ce que l'on appelle des X-Min, la crème des ingénieurs. C'est un corps qui recrute parmi les meilleurs élèves ingénieurs en France, parmi les plus grandes écoles, les plus prestigieuses, principalement polytechniques. On parle de très peu d'élèves, on parle d'une quinzaine, d'une dizaine, d'une quinzaine par an. C'est l'esprit du corps des mines. Mon chef était corps des mines, il rencontrait le corps des mines de chez Total, il se tutoie. D'entrée de jeu. Voilà. C'est une famille, entre guillemets, le corps des mines. C'est une famille. Voilà. Ces corpsards, comme on les surnomme, ont toujours été des spécialistes de l'énergie. Les ingénieurs de l'école des mines, créés sous Napoléon, s'occupaient à l'origine du charbon. Dans les années 60, les corpsards sont devenus spécialistes du nucléaire. Aujourd'hui, ils sont pro-pétrole, pro-gaz de schiste. Ils se retrouvent toujours à des postes clés, que ce soit à la tête de grandes entreprises comme Areva ou Alstom, ou dans l'appareil d'État. Le corps des mines, assez souvent, il a été associé à un lobby. C'est pas du tout un lobby. Le corps des mines sur l'énergie, c'est l'État, c'est le pouvoir, c'est la décision. Ils sont partout, à tous les endroits où se prennent la décision énergétique. Ils sont bien placés, puisqu'ils ne sont pas que de simples conseillers, ils sont les conseillers dédiés aux questions énergétiques dans les principaux ministères en charge du sujet. Ils sont par exemple à l'Élysée, au cabinet du président de la République ou officier un ancien de Saint-Gobain. Au cabinet d'Arnaud Montebourg. Au ministère de l'écologie où il truste les postes.
Au CGE-IET, une annexe du ministère de l'économie. Enfin, à l'Institut français du pétrole, l'IFPEN, une véritable toile d'araignée. Le corps des mines, il travaille un peu dans l'ombre des hommes politiques. De par tradition, c'est toujours les X-mines ont toujours leur opinion a toujours été prise en compte. D'ailleurs, que ce soit pour des ministres de gauche comme de droite. Ils sont aussi les visiteurs du soir qui se glissent dans les interstices du pouvoir à Bercy comme à l'Élysée. Et là, c'est un autre personnage du corps des mines qui rentre en scène, c'est, je dirais, le chef de file du corps des mines, et c'est Jean-Louis Beffin, qui lui était le PDG de Saint-Gobain. Et Jean-Louis Beffin, c'est un visiteur du soir de François Hollande, mais aussi d'Arnaud Montebourg. C'est quelqu'un qui vient partager sa vision, son expertise, son analyse sur de nombreux sujets, dont celui de l'énergie. Et Arnaud Montebourg a dit d'ailleurs que vous étiez la première personne qu'il a reçue quand il a été nommé ministre. C'est vrai, il m'a reçu une demi-heure après la passation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que sans doute il avait confiance dans ce que je pouvais lui dire. Si vous voulez, l'État a besoin d'une expertise technique objective. C'est utile également d'avoir des gens qui n'ont pas des a priori pour conseiller les ministres. Vous pensez que les X-mines n'ont pas d'a priori? Non, absolument pas. Je pense qu'ils croient uniquement à ce qui est ce pour comment ils ont été formés dans les écoles d'ingénieurs scientifiques, à la rationalité scientifique. En France, la pression s'accentue au cœur du pouvoir. Mais la partie n'est pas encore gagnée. En Europe, par contre, les lobbyistes ont réussi à remporter la mise. Ils ont empêché l'adoption d'une loi communautaire interdisant les gaz de schiste. La bataille débute en 2012 au Parlement européen. Les pétroliers se sentent alors menacés, car un groupe de députés écologistes veut réglementer la fracturation hydraulique. Il commande plusieurs études. Toutes soulignent une fois encore les dangers du gaz de schiste. C'est-à-dire les conséquences sur l'eau, les conséquences sur la santé, les produits chimiques, la dévalorisation des terrains, la dévalorisation des propriétés, enfin tout ce que tout le monde sait, plus les questions de mini-séismes, voire de séismes plus importants, qui sont provoqués pas seulement par la fracturation, mais surtout par les masses d'eau qui sont réinjectées dans le sol. Janez Potočnik, le commissaire européen responsable de l'environnement, assure aux députés qu'il se battra lui aussi pour une réglementation plus contraignante. Michel Rivasi, député Europe Écologie Les Verts, se souvient de ce qu'il leur a promis. Le commissaire de l'environnement, qui est M. Potočnik, nous fait la déclaration suivante. Il faut renforcer les directives qui peuvent être impactés par la fracturation, notamment la directive sur l'eau, notamment la directive sur l'air, notamment aussi la directive sur les impacts environnementaux, et faire une réglementation spécifique sur l'exploitation des gaz de schiste. C'est à ce moment-là que les lobbies entrent en action. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire plier le commissaire européen à l'environnement et torpiller toute velléité législative. À Bruxelles, les industriels entretiennent une armée de lobbyistes. Ils sont près de 20 000 à déambuler dans les allées des institutions. Comme en France, ils organisent des dîners, des conférences, rencontrent les décideurs. Moi, j'ai eu Total, par exemple, plusieurs fois dans mon bureau. Ils essaient de voir quel est l'état de connaissance des députés. Et puis, s'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas, ils ne savent pas grand-chose là-dessus, ils les désinforment en disant « mais c'est une pratique courante ». Donc, il y a du mensonge de partout. Et cette façon de faire, eh ben, si un député n'est pas très au courant, eh ben, il va voter pour le progrès, soi-disant. Cette propagande est subie au quotidien par les députés européens. À l'approche de chaque échéance importante, elle se fait de plus en plus pressante. Exemple en novembre 2012, le jour du vote d'un rapport sur les conséquences négatives des gaz de schiste. Au Parlement, juste à l'entrée de l'hémicycle, les députés tombent sur cette exposition.
Comment les gaz de schiste transformeront l'Europe? Des écrans géants vantent une ressource abondante, en harmonie avec la nature. Tout fait penser à un événement organisé par des écologistes. Le vocabulaire est militant. On y parle d'énergie responsable ou de coalition citoyenne. J'étais interpellée parce que c'était hyper, vraiment la grande exposition avec énormément de moyens. Michèle Rivasi décide de se renseigner. Et elle découvre que la coalition citoyenne Énergie Responsable est une association fantôme créée et financée par un lobby pétrolier polonais. Normalement, quand c'est des lobbyistes qui organisent, parce que ça arrive souvent que les lobbyistes organisent des expositions, ça doit être inscrit dans le registre sur la transparence concernant la présence des lobbies. Et là, il ne l'avait absolument pas fait. Donc c'est une façon déguisée de dire, voyez, il y a même des citoyens qui sont favorables au gaz de schiste, alors que c'est les pétroliers qui le financent. L'organisation de cette exposition le jour du vote fait scandale. Certains députés, comme Corinne Lepage, s'en plaignent immédiatement dans l'hémicycle. Je dois dire que depuis 3 ans et demi que je suis députée ici, je n'ai jamais vu un lobbying aussi intense sur un texte que nous avons à voter. C'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Les lobbyistes ne se contentent pas de faire pression au Parlement. Ils visent aussi la Commission européenne. Là, ce sont des gouvernements qui passent à l'action. Vous savez, au sein de l'Europe, les plus grands ennemis de l'environnement aujourd'hui, c'est les Anglais et les Polonais. Les Polonais sont fous de tout ce qui est minier, sont des adversaires acharnés de la politique climatique de l'Europe. Et aujourd'hui, ils sont rejoints par l'Angleterre, qui est devenue pro-nucléaire, pro-OGM, pro-gaz de schiste, enfin pro tout ce qui, à terme, est une menace majeure pour l'environnement. Ces États pro-gaz de schiste peuvent compter sur un allié, José Manuel Barroso. À l'époque, il est président de la Commission européenne. En 2013, il les aide à mettre au pas Janez Potočnik, le commissaire responsable de l'environnement, qui veut une loi contraignante sur la fracturation hydraulique. On a notamment pu avoir accès à des lettres échangées entre la représentation permanente anglaise, le gouvernement de David Cameron en Angleterre et José Manuel Barroso. Puisqu'on s'est rendu compte, grâce à ces lettres-là, que José Manuel Barroso a décidé de bloquer l'initiative de Potočnik en lui faisant comprendre qu'une solution législative ne serait pas acceptable et ne serait pas autorisée par lui. Dans cette lettre confidentielle, en novembre 2013, les délégués anglais se félicitent de la position de Manuel Barroso, qui a bloqué pour l'instant toute discussion sur une proposition de loi. Ils soulignent que leurs principaux alliés sont la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, qui représentent quasiment une minorité de blocage. Et ils concluent, il faut continuer le lobbying. 6 mois plus tard, les Anglais peuvent crier victoire. La Commission adopte seulement des recommandations. Contrairement à une loi, elles n'ont rien d'obligatoire, rien de contraignant. Chaque État décide des règles qu'il applique. Moi, j'ai vu M. Potočnik qui était désespéré. Et il a totalement perdu. Et vous voyez bien que tout est fait pour que partout les gens ont envie de forer, d'exploiter, ils puissent le faire. Et puis dans 5 ans, quand tout sera bien cochonné, à ce moment-là, on se posera éventuellement la question de la réglementation. Les pétroliers ont maintenant les mains libres en Europe. Et conscients du danger de la fracturation hydraulique, ils vont chercher à se protéger au cas où cela tournerait mal. Les lobbyistes vont alors réussir un dernier coup, empêcher que des études d'impact soient rendues obligatoires avant de forer. Les conséquences sont considérables. Pourquoi elles sont considérables? Parce que quand il y a un pétrolier ou un gazier qui veut faire l'exploration des gaz de schiste, si vous n'avez pas fait le point zéro avant, c'est-à-dire étudier la qualité de l'eau, les conséquences par exemple sur la quantité d'eau qu'il va falloir faire pour la fracturation hydraulique, si ça c'est pas fait, le pétrolier va faire comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il vient, il fait son forage, il pollue et il s'en va. Et après vous allez attaquer le pétrolier, mais il va dire mais c'est pas dû à moi ça. Moi cette pollution elle était préexistante.
La décision d'imposer des études d'impact doit être prise au niveau des gouvernements au Conseil européen. Chaque pays doit donc donner son avis. Bizarrement, la France va s'abstenir dans ce vote crucial. Qui est pour? Qui est contre? Moi, j'ai écrit la contribution de la France et cette contribution n'a jamais été déposée. Et donc, à la consultation de la Commission européenne sur les gaz de schiste, il n'y a pas eu de réponse de la France. C'est pas parce qu'elle n'a pas été écrite. Ce qu'il faut bien voir en France, c'est tout ce qui touche à l'énergie, c'est pas les ministères qui le font, c'est l'Élysée. Les fonctionnaires, surtout dans des délégations comme ça de représentation française, ils peuvent avoir des messages qui viennent pas forcément que de la ministre concernée, mais qui viennent de l'Élysée. Et entre la ministre concernée et l'Élysée, c'est l'Élysée qui prime. Lors de ce conseil, donc, la France s'est abstenue, l'Allemagne s'est abstenue, ce qui équivalait en réalité à donner la majorité à ceux qui ne voulaient pas d'études d'impact, c'est-à-dire l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie et les autres. Pourtant, officiellement, le président Hollande est contre l'exploitation des gaz de schiste. Tant que je suis président, il n'y aura pas d'exploration du gaz de schiste en France. C'est un peu schizophrénique quand même de la part de la France qui, d'un côté, chez elle, déclare qu'elle est contre l'exploitation des gaz de schiste et ça veut dire qu'elle a cédé au lobby de Gaz de France, de Total et des autres. Voilà, c'est une position qui est schizophrénique et parfaitement hypocrite. Après 2 ans de campagne, les lobbyistes sont en passe de gagner la partie. Les dériques se multiplient en Europe. La Pologne est la première, fin 2013, à permettre l'exploitation des gaz de schiste. Début 2014, le Royaume-Uni l'autorise à son tour. Total et GDF Suez sont de la partie. Quelques mois plus tard, le Danemark emboîte le pas. Là encore, c'est Total qui obtient des permis de forage. Quant à la France... Je pense, si vous voulez, que la France se rendra compte qu'en matière d'énergie, elle a des problèmes graves et que se passer d'une ressource qui peut être importante, avec tous les problèmes qu'a la France, nous coûte très cher. Si sur les gaz de schiste, on perd 3 ans, c'est pas un drame. Vous pensez qu'on ne fait que perdre 3 ans? Oui. Et vous pensez profondément qu'à la fin, vous gagnerez? Parce que c'est pas que je gagnerai, je pense que la raison gagnera. Les lobbies pétroliers sont-ils en train de gagner la partie? Entre les différentes déclarations politiques, le gaz de schiste est plus que jamais au cœur des débats. Faut-il l'interdire en France? On en parle avec nos invités. L'exploitation du gaz de schiste est-elle déjà en marche en France? Avec quelles conséquences? On va voir tout de suite tout ça avec nos invités. Isabelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif du pays Fertois contre le pétrole de schiste. Alors, pourquoi vous avez fait de ce gaz de schiste votre combat? Parce que ça vous occupe aujourd'hui. Ça m'occupe, oui. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est une exploitation qui est dangereuse à long terme. Mais qu'est-ce qui vous a sensibilisé? Que votre région était menacée, par exemple? Bien sûr, ma région est menacée, puisque c'est une ancienne région de production de pétrole classique, et on y cherche, ou on voulait chercher ces derniers mois, du pétrole de schiste. Alors on va voir effectivement ce que vous surveillez de manière très stricte. Pour parler de ce risque qui vous inquiète, Antoine Le Sauleuse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des ressources énergétiques. Donc là, on parle bien de ce gaz de schiste. Pour arriver à comprendre d'où vient cette inquiétude, qu'est-ce qui différencie le gaz de schiste du pétrole? Alors, du gaz, du pétrole, tout ça, ce sont des hydrocarbures. On parle souvent du gaz naturel que l'on a à la gazinière. Le gaz naturel, en fait, vient de cette couche que l'on appelle le schiste en France, qui est une couche d'argile. Ce gaz naturel vient de ces couches argileuses et
avec les processus géologiques, l'enfouissement des couches, normalement ce gaz va remonter et aller se mettre dans justement des réservoirs conventionnels. Ce sont en général du grès, du calcaire, qui vont venir absorber les huiles ou les gaz. Mais il en reste toujours quelques particules en fait dans ces couches argileuses qui sont en profondeur, là à 2000-2500 mètres de profondeur. Et bien là, en fait, l'idée c'est d'aller extraire les dernières gouttes d'huile ou de gaz qui sont dans ces couches argileuses. D'accord. Alors on a bien compris durant ce documentaire qu'il faut faire donc pour récupérer ce gaz de schiste de ce qu'on appelle aujourd'hui la fracturation hydraulique, qui inquiète beaucoup, avec quelques sujets vraiment de peur très précis. C'est quoi les peurs principales vraiment des citoyens? Ce qui revient souvent quand on parle des techniques de fracturation hydraulique, justement pour l'extraction du gaz ou de l'huile de schiste, c'est la pollution par les agents utilisés dans le forage, la pollution des nappes d'eau. Parce qu'en fait, juste pour préciser, vous êtes géologue, hein, vous connaissez bien tout ça. Comment on fait cette extraction? Cette fracturation hydraulique, ça correspond à quoi? Alors en fait, c'est un forage à la base qui est classique. On va partir à la verticale, traverser les différentes couches géologiques pour aller jusqu'à 2000 mètres à peu près de profondeur. Puis, quand on atteint cette couche argileuse, le schiste, on va partir à l'horizontale pour s'étendre, étendre le puits. Quoi. Exactement, pour étendre le maximum l'expansion dans cette couche. Une fois qu'on a atteint cette couche, on va injecter sous très haute pression de l'eau pour en fait fracturer, créer une possibilité de circulation de fluide dans cette couche argileuse pour pouvoir venir capter de l'eau et pas que de l'eau. Alors oui, on va injecter en fait, les pétroliers vont injecter au moment de cette fracturation de l'eau, des billes de sable pour venir justement écarter et maintenir écartées les fractures dans cette couche argileuse. Et on va rajouter un produit que l'on appelle un propan, ça c'est le terme technique, mais qui est en général une gomme alimentaire, qui est un produit en fait qui va venir absorber les molécules de gaz ou les molécules de pétrole. Et donc ce risque de pollution des nappes phréatiques, il existe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nappes d'eau, ce qu'on appelle les aquifères, sont en général entre 200 et 800 mètres, 900 mètres grand maximum de profondeur, ces nappes d'eau. Là, on va chercher des hydrocarbures qui sont à 2000 mètres de profondeur, donc on n'est pas du tout au même niveau de profondeur. Vous n'avez pas l'air d'accord, hein, Madame Lévy? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toute une série de choses qui viennent d'être dites. Quand on utilise de l'eau pour la fracturation, cette eau pour la fracturation, il en remonte à peu près 60%. Et quand elle remonte, bizarrement, on le sait, elle ne remonte pas, vous avez oublié, parce que la gomme, ça va bien, mais il n'y a pas que la gomme, il y a aussi des biocides, il y a aussi de l'acide, il y a aussi des mouillants, il y a aussi énormément de choses. Et il est avéré, puisque vous parlez de choses avérées, il est avéré que ce qu'on retrouve dans l'eau qui remonte n'a rien à voir avec ce qu'on avait mis dans l'eau au départ. Tout simplement parce que la pression de l'eau et la chaleur qui existe dans le sous-sol fait qu'il y a l'équivalent d'un réacteur chimique dans le sous-sol. Et on retrouve des molécules qui sont avérées dangereuses pour la santé. Et à des doses, qui sont réellement toxiques pour la population? À des doses qui sont réellement toxiques. Alors, on pourrait se dire, et un certain nombre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, il faut absolument récupérer cette eau et la traiter, pour éviter qu'elle ne rende et qu'elle ne provoque des pollutions qui atteignent la population. Il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'il semble très très difficile de nettoyer cette eau, parce que les molécules sont relativement difficiles à récupérer. Deuxièmement, ça coûte cher. Et les pétroliers ne sont pas du tout obligés, en ce moment, en tout cas aux États-Unis, de récupérer ces eaux de retour. En France, on a une législation plus stricte. Non, mais là, donc la pollution est avérée parce que l'eau n'est pas récupérée. Elle est même épandue parfois sur les routes pour servir d'antigel. Bon, ça, c'est une autre affaire. Et par ailleurs, ce liquide, il en reste quand même aussi 40% qui ne remonte pas. Hein. Voilà, donc avant que M. Soleuse ne réponde à ça, est-ce que, ça j'ai bien compris qu'on avait retrouvé de l'eau qui était polluée à la sortie, mais est-ce qu'on a constaté de manière certaine, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a eu un danger, qu'il y a eu des maladies déclarées dans la population américaine? Absolument. Avec un lien de cause à effet qui a été prouvé. Il y a des études qui sont très intéressantes, qui sont faites. Alors, la vraie difficulté aussi, c'est que ce genre de pollution, elle n'est
néfaste, je dirais, qu'au bout d'un certain temps. D'accord, mais les États-Unis, ça fait quand même des années que... Ça fait 5 ans, voilà. ça fait 10 ans. Donc on commence à avoir des maladies. On commence à avoir des maladies. Et il y a par exemple un nombre incalculable de maladies liées à la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau qui remonte et qui font qu'il y a des enfants mal formés, il y a des problèmes enfin, tout ce qui est lié à la perturbation endocrinienne. Donc ça, ces études, elles sortent depuis 1 an, depuis 2 ans. Elles sont extrêmement nombreuses. Il n'y a pas de Alors Antoine de Soleuse, est-ce que effectivement ces études sont avérées et est-ce que en France ça ne se passerait pas comme ça? En fait, je peux répondre à la deuxième question. J'étais sûre. En posant les deux, je me suis dit que je me faisais avoir. Voilà. Il faut bien comprendre que le gaz de schiste est né aux États-Unis il y a plus de 5 ans. Maintenant, on peut parler d'une vingtaine d'années. Et aux États-Unis, la législation n'est pas du tout la même. On est propriétaire de son terrain. Et dans les années 90, c'est vrai que les foreurs ont fait n'importe quoi aux États-Unis. En France, on n'a pas du tout la même réglementation. C'est l'État qui va autoriser ou non, et c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. On a une législation. Donc c'est l'État qui est responsable. Voilà, exactement. Et on a une législation qui est draconienne en France. C'est-à-dire qu'un pétrolier qui veut faire un forage, il ne peut pas faire ce qu'on appelle du open hole, c'est-à-dire un trou nu dans lequel on injecte ce que l'on veut. Il doit présenter un forage qui va être habillé de ciment et d'un tubage en acier, c'est-à-dire que c'est pratiquement plus étanche que dans une douche chez vous. Et puis les composés, ça je pense que vous avez raison dans le sens, les composés qui étaient utilisés dans les années 90 aux États-Unis étaient la plupart chimiques. Justement, pour améliorer l'image, parce que les pétroliers qui veulent faire des bénéfices, forcément sont obligés quand même à un moment de faire avec les pouvoirs publics et la santé humaine, eh bien, ont essayé au maximum d'améliorer les techniques. Et les techniques actuelles que proposent les industriels sont beaucoup plus propres. Alors, on pourra revenir, je ne sais pas si c'est le moment, mais sur le choix des énergies et est-ce que les énergies sont propres? Moi, je peux déjà vous le dire, il n'y a aucune énergie de propre. Est-ce que, en tant que géologue, vous pensez-vous aujourd'hui que ce qui commence à être utilisé aux États-Unis, donc effectivement des procédés quand même moins polluants que ce qui a existé il y a 20 ans, si aujourd'hui c'est utilisé en France, est-ce qu'on peut, avec un risque minime, bien sûr, j'entends que le risque zéro n'existe pas, réduire au maximum le danger de pollution, de fuite, de tous ces risques qui existent? C'est ce qu'ont fait d'autres pays, il n'y a pas que les Vous êtes allé dans certains pays européens, l'Allemagne? Voilà, le Danemark, vous avez la Pologne, l'Angleterre, et puis l'Algérie va s'y mettre. Tous ces pays avec ces nouvelles techniques, avec ces nouvelles façons de... Tout à fait, c'est-à-dire avec des techniques de fracturation plutôt hydrauliques qui sont à base d'eau, à 99%, de billes de sable, et puis on va utiliser cet agar-agar, et un petit peu, vous avez raison, d'acide et de biocide, mais en quantité vraiment infime, c'est-à-dire qu'on est sur du 0,00x%. Ça vous rassure pas? Non, ça me rassure pas, parce que je voudrais qu'on sorte du débat uniquement focalisé sur la fracturation hydraulique. Le problème, c'est quel est l'impact de ce type d'exploitation, avec fracturation hydraulique, sur le long terme. Et ça, sur le long terme, quand bien même la fracturation serait faite à l'eau déviant, à l'eau propre, à l'eau pure, je dis bien à l'eau de Volvic, c'est au choix, elle aurait des impacts sanitaires et environnementaux quand même. On sait qu'aux États-Unis, dans les puits qui ne sont plus exploités, il y a des fuites de méthane. Parce que même une fois le puits, quand on arrête l'exploitation du puits, le méthane, petit à petit, s'évacue et rejoint le fameux tuyau, rejoint le fameux ciment, qui n'est pas fait pour durer 20 ans, qui n'est pas fait pour durer 25 ans. On peut se protéger de ça ou pas Et il y a des fuites. Et donc la catastrophe écologique de la fracturation, c'est pas la fracturation elle-même, c'est le résultat. Est-ce qu'on peut se protéger de ça? La seule réponse que je peux vous apporter à ces fuites, c'est en fait des émanations de gaz. C'est le gaz qu'on utilise, le gaz de ville. Ce sont les mêmes émanations. Mais là, après, on rentre dans le débat du choix des énergies. C'est-à-dire que ce gaz... Est-ce qu'il y aurait une énergie qui serait propre? Non. Alors, parce qu'on parle des éoliennes, on parle de choses comme ça. Tout à fait. Et en fait, on utilise également des produits qui ne sont pas propres. Oui, exactement. Pour créer de l'énergie, il nous faut de la matière. Toute forme d'énergie demande de la matière. Vous voulez de l'éolien, en fait, pour transformer la rotation de l'hélice en électricité, il faut des matériaux électromagnétiques que l'on trouve qu'en Chine. L'extraction de ces métaux est dangereuse. Et
abominable. On injecte de l'acide en très haute quantité, à très haut pH. Et là, on a déjà constaté des cas de cancer. Exactement, sur oui, les là, il y a personnes beaucoup de problèmes. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Donc c'est propre chez nous, mais c'est pas propre là où c'est fabriqué. Voilà, quoi. En fait, c'est un problème. Le problème de l'énergie, c'est un problème qui devrait être... Et c'est pour ça que j'aime bien le nom de votre émission et le gaz de schiste ont toute leur part ici. C'est-à-dire qu'il faut regarder le monde dans sa globalité. On peut regarder notre monde. Mais voilà, en fait, c'est un problème global. Quand on achète, puisque pour l'instant, on ne produit pas de gaz en France, quand on achète du gaz aux Russes, aux Polonais, aux Algériens et aux Qataris, en fait, on achète de toute façon déjà du gaz de schiste. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Je m'inscris en faux. Le gaz de schiste en Pologne, il y a eu 65 puits en 2 ans. Il n'y en a pas un qui s'est avéré productif. Ils ont tous été un fiasco. Et tous les pétroliers qui ont investi en Pologne se sont tous retirés. Il n'y a pas de gaz de schiste venant de Pologne. C'est faux. Deuxièmement, en Angleterre, les forages ont commencé il y a à peine 1 an. Il n'y a pas de production encore qui soit exportée. C'est faux. Il n'y a pas de production de gaz de schiste en Algérie. Il y a des projets, il y a des gens qui se battent contre, mais il y a des projets, mais ça n'existe pas. Donc il n'y a aucune exportation en ce moment de gaz de schiste qui arrive en France. C'est faux. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même, en dehors de tous les arguments écologiques, que vu qu'il y a aujourd'hui pratiquement un Français sur 5 qui n'arrive pas à payer sa note d'énergie, qu'il faut bien qu'on trouve des solutions, que le gaz de schiste, manifestement, en tout cas aux États-Unis, est nettement moins cher, que d'après certains experts, le sol français, certaines régions, en tout cas notamment la Lorraine, serait très riche en gaz de schiste. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, d'ailleurs, et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se prononcent, commencent à se prononcer pour une exploration, au moins déjà du gaz de schiste, peut-être pas une exploitation, mais une exploration. Est-ce qu'on va vers ça et est-ce qu'on a d'autres solutions? Il faut savoir que quand bien même on exploite le gaz de schiste en France, le gaz sera vendu aux Français le même prix qu'à l'heure actuelle. Parce que la France a conclu un accord avec les producteurs de gaz et de pétrole qui fait que les prix sont fixés pour 1 à 2 ans d'avance. Et il n'y a pas de négociation. Mais au bout d'1 à 2 ans, on pourrait quand même faire baisser le prix. Non, on ne pourra pas faire baisser le prix, puisque de toute façon, alors revenons au gaz, la consommation de gaz en France par rapport à la consommation globale des hydrocarbures, c'est 15%. Et de toute façon, si on voulait arriver à une indépendance ou à une quelconque possibilité de négociation vis-à-vis des producteurs, il faudrait faire des dizaines de milliers de puits, ce qui ne correspond absolument pas à la densité de population de la France. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ça se passe dans des endroits où il y a un habitant tous les 4 kilomètres, enfin, ou 4 habitants au kilomètre carré, pardon. En France, en moyenne, on est à plus d'une centaine ou 150. En région parisienne, dans le bassin parisien, on est à plus de 200 habitants au kilomètre carré. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On ne pourra jamais faire les dizaines de milliers de puits pour arriver à une indépendance énergétique. Et donc on n'aura pas la force de négociation pour faire baisser les prix du gaz. Donc économiquement, c'est nul, le bilan. 100 000 créations d'emplois quand même. Non, pas du tout. Non plus. C'est absolument faux. Nos politiques nous mentent. Oui, absolument. Et ça peut se démontrer, les 100 000 emplois, mais avec une facilité... Création quand même de quelques emplois. Non. On peut facilement se dire que, en gros, aux États-Unis, avéré, puisqu'on utilise ce terme, il y a à peu près 1 emploi par puits. Donc pour arriver à 100 000 emplois, il faudrait faire à peu près 90 000 puits en France. Bon, pour faire 90 000 puits en France, il faudrait déjà trouver la place et faire peut-être des mezzanines, parce qu'on ne va pas y arriver. Antoine Soleuse, votre pensée pour l'avenir, c'est quoi? Il faut faire quoi? Alors, il faut exploiter le gaz de schiste. Est-ce qu'il faut l'exploiter de manière avec autre chose que cette fracturation hydraulique? Est-ce qu'il faut aller vers d'autres énergies? Est-ce qu'il faut diversifier? Il faut faire quoi? Vous l'avez dit, en fait, il faut diversifier parce que il ne faut pas qu'on dépende d'une énergie ou d'un pays. Donc je crois que la solution, les deux solutions, c'est de modérer notre consommation. On n'en a pas parlé ici, mais je pense que déjà la réduction de la consommation, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, c'est de panacher l'ensemble des énergies que l'on a actuellement et puis d'aller chercher des nouvelles énergies, de l'hydrogène. Il y a plein d'autres idées possibles, se rapprocher de ce que fait le végétal. Le végétal, lui, est capable de produire de l'énergie à partir de sachant qu'on aura du mal à faire du risque zéro de toute façon. Exactement. Et qu'on aura toujours besoin d'énergie. Merci beaucoup, en tout cas, on ne vous mettra pas d'accord, mais on a avancé. Merci à tous les deux. Le débat sur l'énergie, évidemment, reste ouvert. On va maintenant partir en Chine. Depuis plusieurs mois, la population chinoise est devenue la cible d'attentats sur son propre sol. Les auteurs sont des Ouïghours, une minorité chinoise d'origine turque qui rejette l'occupation de leurs terres par le pouvoir de Pékin. Les journalistes ont infiltré un voyage officiel organisé par un tour opérateur chinois chez les Ouïghours. Leçon de propagande chinoise en zone interdite. C'est un film signé Éric Darbré et Axel Royer.